Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actu des nouvelles technologies. Nous sommes le 31 janvier 2023 et c'est l'épisode 307. Alors un des nombreux petits exercices qui ponctuent la production d'un épisode, et on vous liste pas tout, mais c'est bien évidemment entre autres donc de préparer une intro, une petite description de ce qu'on va aborder dans l'émission. Les sujets longs, vous l'aurez peut-être remarqué, très très régulièrement orientés autour de l'intelligence artificielle ces temps-ci. Et voilà, celui-ci va pas déroger à la règle, alors on va pas faire des miracles sur l'introduction. Vous l'avez compris, on va parler encore d'intelligence artificielle, mais cette fois-ci après le texte, les images, les voix, on va voir la musique, les signatures manuscrites, très sympa, et les protéines, ça promet. On a aussi plein d'autres choses qu'on va aborder ensemble jusqu'aux jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, celui qui sait si bien justement mettre en exergue l'importance que revêt l'intelligence artificielle dans l'actu tech, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien, c'est pas ma faute, il y en a partout des actus là-dessus, qu'est-ce que tu veux, écoute, tu te fais le porte-parole de ce qui se passe. C'est bien naturel. Et quelque part, je vais pas te mentir, je crois que ça plaît. On va pas se mentir. Je sais que les gens qui nous écoutent apprécient qu'on parle de ces sujets-là et tout le monde a perçu l'importance. Et c'est plus sympa que de parler du rachat, du bannissement de TikTok ou de rachat de telle ou telle boîte, je pense. Donc, mais bon, on va peut-être en parler un petit peu aussi de trucs. Mais oui, forcément. Exercice imposé, bien sûr. Et si vous voulez écouter d'ailleurs des sujets plus matériels, plus génériques peut-être dans le domaine de la tech, il y a l'épisode supplément qui arrive en fin de semaine, qui arrive même quelques jours plus tôt pour ceux qui nous soutiennent sur Patreon, et comme ça tout le monde est content. D'ailleurs à ce sujet, je voudrais remercier cette fois-ci Lucas Boyer, Nicole Grochin, Blaise et Laurent Courtin qui se rajoutent à la liste des personnes qui soutiennent Tech Café sur Patreon. C'est un site hyper simple, vous vous inscrivez, vous versez quelques euros par mois à la hauteur de ce que vous jugez nécessaire pour nous récompenser et nous rémunérer dans ce travail. Vous profitez en contrepartie des épisodes sans la pub et du chapitrage des épisodes, et je me dis, peut-être que les auditeurs, à force qu'on cite à chaque fois les personnes qui nous rejoignent sur Patreon, doivent se dire « Ah là là, mais à chaque fois, Guillaume, il cite des nouveaux soutiens sur Patreon, c'est bon, ils sont blindés de soutien. » Que nenni. Sachez d'ailleurs que c'est la première fois, mais depuis janvier 2022, sur un an, ça a même baissé la participation moyenne sur Patreon. Et grosso modo, le nombre, donc je parle de la participation par soutien Patreon pour Tech Café, a un petit peu baissé en moyenne. Et au-delà de ça, le nombre reste très stable parce que c'est les aléas de la vie. Les personnes souhaitent nous soutenir parfois pendant un moment, et puis on répond plus à leurs attentes, ou ils ont d'autres chats à fouetter, ou ils avaient prévu de soutenir Tech Café que pour une période donnée. Donc en fait, il y a une espèce de roulement comme ça qui amène à peu près toujours au même nombre de soutiens sur Patreon. Donc évidemment, si vous écoutez ce message et que vous soutenez pas Patreon, que vous vous sentez concerné parce que vous dites c'est bon, il y a suffisamment de soutien maintenant pour Tech Café, peut-être qu'on a encore malgré tout besoin de nouvelles personnes qui viennent nous soutenir. Donc allez jeter un coup d'œil sur patreon.com/Tech Café. Merci également à ceux qui continuent à jouer le jeu. On vous voit et on vous cite en plus pour citer les bienfaits de Tech Café sur Apple Podcast notamment. Et là, il y a Apple Podcast Canada qui héberge un nouvel avis de... je vais peut-être me tromper, c'est Ban. C'est ça son pseudo, c'est Ban. Il y a quelques jours, qui a écrit un podcast particulièrement intéressant et très fouillé, parfois un peu trop technique pour mes connaissances, mais je ressors toujours avec une meilleure vision de la tech et des enjeux qui y sont liés. Merci, c'est notre intention en tout cas que tu puisses avoir un peu de hauteur sur ces sujets. Et puis on vous invite évidemment à commenter sur techcafé.fr et à échanger entre vous et avec nous sur le serveur Discord dont le lien figure dans les notes de l'épisode. Je me dois de clôturer ce tour de piste d'introduction de début de Tech Café en portant à votre connaissance, si vous l'avez pas vu passer, un nouveau podcast, parce que probablement que j'avais pas assez de choses à faire, mais j'ai un nouveau podcast qui est sorti hier, qui s'appelle Contrôle parental. C'est dédié à la parentalité. Vous verrez que le format est un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre dans les podcasts auxquels je participe. C'est un projet très personnel que j'ai voulu initier avec ce nouveau rendez-vous. Il y aura clairement pas un épisode par semaine parce que le travail est vraiment pas le même pour moi, mais c'est un travail à la fois peut-être d'introspection, même si je laisse largement les personnes que j'invite dans ce podcast parler. On a plein de thèmes qu'on va aborder qui vont tourner autour des enfants. Ça concerne les parents ou ceux qui souhaiteraient le devenir, ou peut-être ceux qui s'occupent d'enfants aussi au quotidien sans forcément être parents. Je vous invite à vous abonner. Vous tapez contrôleparentalpodcast.fr ou vous cherchez contrôle parental dans les apps de podcast et vous en saurez plus. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos retours et pour les personnes sur Patreon que j'avais averti et qui m'ont fait part de leur retour.
Guillaume, sans autre forme de procès, après cette introduction très complète mais probablement bien trop longue, il est temps de revenir aux fondamentaux et donc de faire le point sur les innovations en intelligence artificielle de la semaine, en particulier les intelligences artificielles génératives, celles qui créent du contenu sur la base de quelques instructions, à la manière de Dolly, maintenant que vous connaissez bien Dolly 2, Midjourney, Stable Diffusion et plus prosaïquement auprès du texte ChatGPT, on va plus le présenter, mais il y a des nouveaux segments qui arrive, Guillaume, dans encore plein de domaines différents. Ouais, c'est encore c'est encore une semaine très riche, en news sur l'intelligence artificielle. Donc il y a eu des trucs un petit peu attendus, comme Shutterstock par exemple, qui met en service son générateur d'images en partenariat avec OpenAI, et LG d'ailleurs, ce LG qui a lui aussi un labo d'IA. Hein. Bon, comme tout le monde ces jours-ci, je dirais, mais ils ont même aussi une énorme IA multimodale qui s'appelle Hexaone. Ça pète, hein, ça claque, hein, Hexaone. Ouais, Hexaone. Ça me rappelle, qu'il y a du calcul derrière. Ça me rappelle Exo One d'ailleurs, c'est un jeu bien tripant qui était assez sympa, mais bon, je m'égare. Oui, déjà 5 minutes après le début de l'épisode, ça part bien, je m'égare déjà. Quoi. Mais donc, je vais aller voir en même temps. Shutterstock se fait son petit Dali à lui, et pour éviter de se prendre des scuds de tous les côtés, il assure cependant que son générateur à lui n'utilise pour son entraînement que des images dont il a la licence. Donc il va aussi rémunérer les contributeurs du haut dataset selon une nouvelle licence. Hein. Donc on va sans doute commencer à voir arriver de nouvelles formes de contrats de copyright, mais orientées vers l'entraînement. Bon, je sais pas, des training rights, quelque chose comme ça. Et la question c'est, est-ce que c'est efficace d'ailleurs, hein, parce que voilà, qu'est-ce que ça donne ? Bon, typiquement, c'est à la Stable Diffusion, quoi. C'est-à-dire que, voilà, sur 10 images, t'en as une d'exploitable, et encore, il faut qu'elle te plaise, puis qu'elle soit suffisamment conforme à ce que tu veux. Donc, du coup, tu passes peut-être à 1 sur 20, mais voilà, assez classique, on va dire. Disons que si vous avez besoin d'une image, disons, classique, hein, une photo figurative, un truc assez facile à trouver sur Shutterstock, c'est pas évident que ce soit plus rapide de la générer, en fait, si vous êtes déjà un client payant. Autant chercher dans la base. Mais pour des images plus originales, qui ont moins de chances d'exister déjà en photo, ça peut être un plan B appréciable, et puis vous pourrez toujours vous amuser à créer des œuvres d'art génératives, ou des femmes chats à gros seins dans les moments de creux, hein. Enfin, je sais pas si le modèle est aussi tolérant que ça, hein, que les modèles open source sur ce point, j'en doute un petit peu moi aussi. Mais bon, si vous voulez créer un superbe tableau abstrait qui vous retourne le cerveau avec une IA, eh bien vous pourrez désormais lui apporter aussi une signature manuscrite avec une autre IA, parce qu'après avoir appris à peindre comme nous, les algos apprennent à écrire comme nous. Vous pouvez tester ça d'ailleurs directement sur le site calligrapher.ai. Et à la base, ça paraît très basique, hein. Vous écrivez un truc sur votre clavier, et puis l'algo le réécrit en écriture cursive, manuscrite. Alors vous me direz que ça fait 100 ans au moins que c'est possible avec des fonts spécifiques, mais là c'est pas un font, pas une police de caractère. Chaque lettre est différente, et elle est générée indépendamment, comme si l'IA tenait vraiment un stylo. Donc un A à un endroit sera différent d'un A à un autre endroit, par exemple. Donc on peut choisir des paramètres comme la vitesse d'écriture et la lisibilité de l'écriture, ça va changer sa forme, et puis un petit peu le style aussi. Il a plusieurs styles, plusieurs écritures, hein, tout simplement, et justement, ce critère de lisibilité est intéressant parce que finalement, c'est simplement qu'on introduit, c'est pas qu'on introduit artificiellement du bruit, tu sais, pour que ça soit un peu plus moche, tout ça. En fait, il n'y a pas de variation aléatoire dans le tracé. En fait, l'algo, c'est comme un modèle de langage, mais au lieu de produire des mots les uns après les autres, il produit des fragments de tracé les uns après les autres. Et ça fonctionne un peu de la même manière. Donc à partir d'un prompt, c'est ce que tu vas écrire, il va aligner les morceaux de courbe qui vont former les lettres et les mots. Et comme dans un modèle de langage standard, on peut régler des trucs, une sorte de température par exemple, pour voir à quel point le modèle va être enclin à choisir des courbes qui sont plus probables, on va dire plus sages, ou alors des courbes un petit peu moins probables, d'être un petit peu plus foufou, et donc du coup ça sera un peu plus surprenant. Et alors, donc l'IA est entraînée sur l'écriture de 221 individus qui parlent anglais, hein, donc elle est plutôt mauvaise à écrire du français avec des accents par exemple. Mais ce qui est frappant, c'est que je suis pas sûr qu'il soit possible de différencier ça, donc l'écriture de calligrapheur, de celle d'un véritable être humain. On peut même imaginer qu'on puisse facilement fine-tuner le modèle, donc le régler sur une personne en particulier, avec l'écriture d'une personne en particulier, comme on peut biaiser Stable Diffusion vers un style graphique particulier. On peut donc sans doute reproduire assez facilement l'écriture de quelqu'un, et faire des faux textes manuscrits qui soient indiscernables des vrais, même par un graphologue. Alors, ça pourrait inquiéter, et pourtant c'est pas arrivé, il semblerait, parce qu'en fait ce modèle est pas neuf du tout, il date de 2013, et le site même non plus n'est pas nouveau. C'est juste qu'il vient de recevoir un regain d'attention énorme avec l'hype actuel, parce que tout ce qui se rapproche de l'IA jouit d'un énorme buzz, et on a eu évidemment donc des lancements de nouveaux modèles aussi, hein, mais c'était amusant de noter effectivement qu'il y a des choses qui ressortent comme ça. Mais bon, au chapitre des nouveaux modèles, il y a le lancement de Musicalm, donc tu en as parlé en intro, donc c'est pour la musique à l'usage, finalement c'est une sorte de Stable Diffusion pour la musique. Donc on décrit ce qu'on veut avec un prompt, mais vraiment, hein, voilà, je voudrais, je sais pas, un petit bout de reggae qui petit à petit se transforme en une chanson pop.
voilà, il va vous donner une musique qui est étonnante de qualité. Alors pour le moment, c'est du 24 kHz, donc c'est pas encore de la qualité CD, mais c'est déjà vraiment pas mal, c'est déjà bluffant. Surtout que ça donne des morceaux dont tu peux régler la longueur et qui restent relativement cohérents sur jusqu'à 5 minutes. Et comme sur les images, on peut choisir le style aussi. Donc on peut faire du music to music en plus, c'est-à-dire qu'en gros, tu donnes des prompts, tu donnes une mélodie de base, et après tu donnes un prompt pour le modifier, tu vois, à l'image de ce qu'on fait un petit peu déjà avec les Stable Diffusion et compagnie. Donc, il y a un exemple, c'est Bella Ciao, mais qui est réinterprété en sifflant, en fredonnant, ou à la guitare, ou alors au synthé. C'est vraiment délire, c'est vraiment impressionnant. Alors, l'article scientifique est un accès libre. Moi, j'ai pas vu où est-ce qu'on pouvait télécharger le modèle, donc je suis pas sûr qu'on puisse jouer avec sur le PC en local pour le moment, mais le dataset est accessible. Donc, si l'article est accessible, l'algo aussi. Donc, je dirais que c'est une question de temps avant que ça se répande finalement ce genre de truc comme une traînée de poudre, tu vois. Donc, évidemment, avec une kyrielle d'autres soucis juridiques, probablement, parce que, évidemment, copyright, tout ce que tu veux. Déjà qu'on a repéré des deepfakes de voix de célébrités sur 4chan qui étaient assez problématiques. Bon, on n'a pas fini avec ça. Mais il y a plein d'exemples originaux, voilà, qui sortent, qui peut-être ne seraient pas sortis à ce point dans les médias, tu vois. Par exemple, il y a des scientifiques de Toronto qui vont utiliser le deep learning pour filtrer les signaux des étoiles dans le cadre de SETI. Et SETI, si vous vous en souvenez, c'est la recherche d'extraterrestres. Oui. Donc, en gros, on prend d'énormes oreilles comme ça, d'énormes radiotélescopes, on écoute certaines étoiles, et puis en gros on a du bruit, et puis ce qu'on essaye de faire c'est de filtrer pour voir si à l'intérieur il y a des signaux qui ressemblent à des signaux structurés qui pourraient être révélateurs d'une technologie extraterrestre. C'est pas une blague, c'est un truc qui tourne depuis 20 ans, ça demande énormément de ressources, et là avec du machine learning apparemment ils ont réussi à faire un filtre beaucoup plus efficace qui demanderait beaucoup moins de calcul pour faire le même boulot, donc c'est vraiment intéressant. Et donc tout le monde s'y met, il y a même des acteurs un peu inattendus au premier abord, comme Salesforce. Donc Salesforce qui se lance dans la biochimie, c'est quand même pas le truc auquel on s'attend, tu vois. Et pourtant, il y a un truc qui s'appelle ProGen, donc qui est un algorithme de machine learning aussi, qui a été présenté dans Nature Biotech, donc c'est un truc sérieux, et c'est une IA génératrice qui imagine des protéines au lieu de faire des images. On avait déjà évoqué des algos de ce type, mais qui venaient de Meta, et d'une diversité comme ESNfold ou Chroma. Voilà, évidemment, c'est le nom de Salesforce qui étonne un petit peu, mais en fait, comme LG, Salesforce a aussi son labo, et il a même, en réalité, une suite d'outils professionnels qui s'appelle Einstein. Et c'est de l'IA, des services IA un petit peu comme dans Azure, en fait, tout simplement. Et donc, tout le monde parle d'IA en ce moment, même les politiques. Au Congrès, dans ce qui est probablement une première, dans ce contexte quand même fort traditionnel qu'est le Congrès américain, il y a un gars qui s'appelle Jake Oshingclaws qui a lu un discours rédigé par ChatGPT. Alors, c'est pas juste par flemme pure, je vous rassure, en tout cas pas pour le moment. En fait, le représentant démocrate du Massachusetts, donc c'est lui, a demandé à l'IA de lui rédiger 100 mots en faveur de la création d'un centre de recherche américano-israélien. Et donc, il fait faire ça par ChatGPT pour auto-illustrer le propos, quelque part, tu vois. Et pour susciter le débat, bien sûr. Parce qu'évidemment, c'est le débat sur les challenges et les opportunités, comme toujours, créés par ces algorithmes, parce que lui, c'est ce qu'il dit, en fait, en substance, c'est que lui, il a 34 ans, c'est un des plus jeunes du caucus démocrate, et il dit que, justement, les IA vont sans doute devenir une technologie qui est courante et omniprésente, très rapidement. Donc lui qui a 34 ans, il va la connaître en fait toute sa vie et encore plus ses enfants. Et donc il n'a pas envie que les pouvoirs publics ratent encore ce train technologique et courent après comme ils l'ont fait pour les médias sociaux. C'est ce qu'il dit. D'autant que ChatGPT évidemment au sommet de la courbe de la hype pour l'instant, quoi. Évidemment, on va continuer un petit peu à parler de ChatGPT. J'ai plein de petites réactions que je voulais faire au fur et à mesure des intelligences artificielles génératives de la semaine. Il y a déjà la signature, je pense que ils ont raté en fait le nom de leur site. Ils auraient dû appeler leur site This Writing Does Not Exist, ou alors peut-être que ça existe déjà, mais cette signature n'existe pas. C'est comme This Cat Does Not Exist, etc. This Person Does Not Exist. Au sujet de la musique, j'ai identifié que donc il y avait 1% de la musique qui était trop proche de musique existante. Donc en gros que le modèle avait tendance à donner des musiques qui n'étaient pas suffisamment créées mais qui étaient trop proches. Je me pose encore la question, est-ce que ça veut dire, et c'est une question presque philosophique et qui touchera les experts en musique, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une trop grande proportion de la musique qui existe, qui a été créée, et donc il y a trop de probabilités quand on génère un truc de retomber dessus, ou est-ce que c'est juste une histoire d'affinement? Je pense que c'est plus une histoire d'affinement. Mais après, si tu veux, le truc, c'est qu'effectivement, c'est vrai, tu as raison, il y a énormément de musique qui a déjà été produite, et si tu écris une musique pop, il y a quand même une proportion non négligeable de chances qui était quand même proche, quelque chose qui ressemble à autre chose, même si c'est pas exactement une autre chanson, tu vois, c'est pas facile. Et comme, évidemment, forcément, les maisons de disques, elles sont quand même
bah là, très tatillonne, on les comprend, hein, sur tout ce qui est le plagiat, la copie, tout ça. C'est un terrain miné, clairement. La musique, tu sors un truc qui crée de la musique comme ça, c'est un terrain miné, clairement. C'est clair. À la limite, les banques d'images dont on parle régulièrement pour les images génératives ont tendance à regarder ça avec inquiétude ou parfois essayent de tirer leur épingle du jeu avec ces nouvelles solutions. Là, dans le domaine de la musique, c'est faites gaffe les gars. On voit bien les Spotify et autres acteurs de la musique regarder de travers en disant déconnez pas parce qu'on vous a sous la main. Au sujet, évidemment, j'ai une petite blague qui m'est venue au sujet de SETI pour dire qu'il semblerait qu'on commence à avoir des résultats et il semblerait que les aliens sont en train de manifester pour la retraite à 60 ans. Mais je passe. Je me dis juste, Salesforce, c'est vrai que ça m'a étonné moi de voir le fait qu'ils aient un dispositif d'intelligence artificielle, comme beaucoup d'entreprises probablement. Et je mettais ça en regard du rachat de Slack, qui du coup, je suis sûr, d'après ce que j'ai compris, est pas hyper bien intégré maintenant. C'est à se demander si avec du recul, ils rachèteraient Slack et ils n'auraient pas envie d'investir encore plus largement sur ces domaines-là. C'est un peu facile de le dire a posteriori. Hein. On ne savait pas de quoi l'avenir serait fait. Mais ça fait longtemps en fait qu'il y a des grosses boîtes qui misent sur l'IA et après il y a des moments puis il y a pas de moments. Moi, je sais pas si tu te souviens de IBM. En fait, pour moi, c'est IBM qui a tout initié avec Watson. Mais quelque part, les services d'informatique cognitive, comme ils appelaient un petit peu ça à l'époque, mais c'était il y a 10 ans de ça, hein, facilement. Hein. Les premières versions de Watson, c'était une bonne dizaine d'années. Et en fait, c'était pas cuit, quoi. C'est-à-dire que ça a pas pris. Et pourtant, c'était la même idée, quelque part. Hein, commencer à mettre de l'IA un peu partout, comme ça. Mais c'était un peu tôt. Et bon, voilà, ça explose maintenant. Hein. Tant mieux, c'est la belle époque, on en profite. Alors justement, tu le dis, ChatGPT est forcément dans la courbe de la hype là, à fond. Il y a une question qui se pose, c'est dans quelle mesure est-ce que ça pourrait bouleverser, et on l'a déjà dit, on le répète, l'avenir des métiers quelque part, y compris pour les développeurs. Alors oui, on sait que ChatGPT est capable de générer un peu comme ça du code, ça a déjà été vu. Sympa, probablement peut mieux faire, mais ça va un cran plus loin avec la veille de cette semaine, Guillaume. Écoute, oui, GPT et tous ses dérivés, donc finalement, voilà, parce qu'il y a toute une famille. Ils étaient encore énormément dans l'actu et on n'en finit pas de lui trouver des talents à cette famille d'algorithmes. Et il y a encore la semaine dernière, donc, des chercheurs de l'University College ont découvert qu'il était capable de trouver et de corriger des bugs dans le code. Alors les IA qui écrivent du code, c'est vrai que c'est pas nouveau, il y a Codex, donc Codex c'est le truc qui sous-tend Copilot de GitHub, qui le fait depuis un petit moment maintenant, hein, et qui est d'ailleurs sur les charbons ardents, puisque sous le coup de 2 dépôts de plainte différents, 2 procès d'ailleurs que Microsoft et OpenAI sont en train de se battre en ce moment même pour essayer de faire annuler. Et bon, il y a aussi des outils plus classiques, hein, d'ailleurs, qui tentent de détecter les bugs et de les corriger automatiquement. Il y a plein de logiciels comme ça qui existent déjà. Mais ce qui est assez fou, c'est que bien que ChatGPT n'ait pas du tout été spécialement prévu pour ça, c'est encore lui qui s'en sort le mieux. Alors, les chercheurs ont présenté 40 morceaux de code, donc morceaux de programme avec des bugs dedans. Ils ont demandé leur avis à ChatGPT, puis à d'autres logiciels. Donc, il y a Codex, il y a aussi Coconut, un autre truc qui est plus spécialisé là-dedans, que je connaissais pas du tout, puis un soft classique. Donc Coconut c'est spécialisé dans le code, donc on pourrait se dire qu'a priori, il sera plus fort. Et en fait, ChatGPT ne repère que 19 problèmes sur 40. Et Coconut, pareil. Mais Codex en résout 21 et les méthodes standards sont loin derrière avec 7. Mais là où ce bon vieux ChatGPT se démarque, c'est qu'on peut discuter. C'est toujours mieux quand tu peux discuter, tu vois, tu peux t'arranger, tout ça. Et c'est vraiment ça. Comme ChatGPT, c'est un chat, on peut interagir avec lui donner des précisions ou lui en demander, et parfois c'est même lui qui en demande. En fait, même la plupart du temps, ChatGPT demande plus d'informations quand on lui donne le bout de code. Et quand on lui donne les informations qu'il demande, il arrive à résoudre 31 problèmes. Et du coup, il passe largement devant Codex. Et au-delà de l'aspect fascinant de cette capacité incroyable de ce modèle à généraliser quand même, ça montre qu'il a un potentiel incroyable pour aider et accélérer la programmation à tous les niveaux, même au niveau professionnel. Et ça n'a pas échappé à OpenAI qui, selon Sémaphore, aurait engagé une armée de contractuels pour créer des datasets spécifiques. Parce qu'OpenAI a engagé l'an dernier un bon millier de transferts temporaires pour faire de l'annotation de données. Donc c'est très très classique en IA, voilà, pour annoter des données, fabriquer des beaux datasets pour donner à manger aux algos. Mais ce qui est surprenant, c'est que 40% de ces travailleurs étaient des programmeurs. Donc OpenAI a explicitement recruté des codeurs pour créer des exemples de code dans tous les langages. Et plus précisément, le boulot consistait à pondre un programme soigneusement commenté à partir d'un problème posé et de donner les étapes intermédiaires de raisonnement. Ou bien alors, ça pouvait être aussi de trouver les bugs et de détailler précisément ce que c'est, quels sont les bugs et quoi faire. Toutes ces infos, ça y est, ça va aller raffiner
Alors, soit un petit-fils de GPT, soit un petit-fils de Codex. En tout cas, ça montre l'accent qui est mis donc sur ce secteur de l'assistance au codage, et on peut s'attendre à des produits assez remarquables dans les années qui viennent. Et du coup, aussi, immanquablement, on peut aussi s'inquiéter de la proportion de codeurs que ces algorithmes vont remplacer, parce que rendre un salarié 2 fois plus productif, c'est super. Mais du coup, est-ce qu'on a besoin de 2 salariés? Tu vois? Donc c'est une préoccupation qui devient de plus en plus légitime au fur et à mesure que les gros sites très connus commencent à adopter la génération de texte automatique et à l'assumer. Après CNET, c'est au tour de BuzzFeed d'adopter ChatGPT pour écrire du contenu, je cite, de qualité modérée. Enfin, c'est plus ou moins ce qu'ils ont dit. Alors certains diront que la qualité modérée, ça représente 95% de BuzzFeed. Hein. Je m'avancerai pas sur la proportion exacte, mais enfin, c'est vrai qu'il y a une bonne partie de BuzzFeed, c'est des trucs assez légers, quoi, tu vois, c'est du clic à pas cher, et à vraiment pas cher, même d'ailleurs, au passage, puisque la plupart des gens qui créent ces tops, ces quiz, ces machins, là, sont rémunérés soit avec des cacahuètes, soit avec des cacahuètes ronces, soit avec de la pure gratitude. Numérama rapporte d'ailleurs l'histoire de Rachel McMahon, qui est très douée pour faire des quiz, puisque les siens ont rapporté 3 millions de dollars à BuzzFeed, et pas un copec à elle, hein, mais probablement énormément de gratitude. Et ben, double bénéf pour BuzzFeed, puisqu'il pourra entraîner sa propre version de GPT sur les quiz à succès de Rachel, et continuer à faire des millions avec, et puis Rachel passant à la postérité dans les poids du réseau de neurones géants qui aura digéré tout son travail. Une consécration, hein, je suppose. Bon, BuzzFeed évoque même la possibilité de produire du texte personnalisé, comprendre que, comme ChatGPT, BuzzFeed pourra te donner à lire une histoire d'amour entre Dracula et un dinosaure, hein, si tu lui demandes, ça pourrait être cool, ça pourquoi pas, hein, j'ai envie de lire ça moi aussi, comme tout le monde, surtout que ça pourrait faire un excellent manga, d'ailleurs c'est sûr, il y a même un manga qui s'appelle déjà Ma copine est un T-Rex. Donc. Oui, je l'ai lu, c'est Yon Koma, c'est une comédie, mais je vous rassure, c'est pas explicite, il n'y a rien d'explicite dans Ma copine est un T-Rex, ça aurait pu aller très très loin, quoi qu'il y a peut-être des dojins, mais bref. Ouais, Jonah Peretti, patron de BuzzFeed, est bien sûr rassurant. Le but étant de produire du contenu peu intéressant à écrire pour les humains, et donc les auteurs seraient... les vrais auteurs pourraient utiliser leur temps pour faire des trucs plus intéressants. De toute façon, les auteurs de ces trucs-là étaient de toute façon pas ou peu payés. Mais bon, on commence comme ça, et puis je sais pas, tu vois, dans 30 ans, on se retrouverait avec un monde encore bien plus inégalitaire qu'aujourd'hui si on continue comme ça, va savoir. En fait, tout est possible, et le truc, c'est que si on regarde une étude du MIT, assez récente, c'est probable. Parce qu'il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur le monde du travail, et l'automatisation depuis 1980. Donc c'est un truc assez fat, hein, puisque d'après les chercheurs, l'automatisation serait à l'origine de la majorité du surcroît d'inégalité sur les salaires, qu'on constate à peu près depuis cette date. Donc l'écart de salaire entre un ouvrier faiblement qualifié et un diplômé d'université se serait largement creusé. En fait, les diplômés ont vu leur salaire augmenter significativement, alors que les ouvriers l'ont vu baisser de 15%. Alors, le but des chercheurs, c'était de quantifier la part d'inégalité apportée par toutes les formes d'automatisation. Ça va des robots dans les usines aux caisses automatiques dans les supermarchés. Tu vois, des trucs... les deux chercheurs ont dû isoler donc plein de facteurs économiques, faire des analyses précises secteur par secteur pour 49 industries, et comment chacune a évolué avec la technologie, et précisément avec l'automatisation, qui se manifeste de différentes manières selon les secteurs. Donc pareil avec les salariés, ils ont épluché une montagne de stats sur 500 groupes démographiques différents, et leur conclusion c'est que l'automatisation est un paramètre qui à lui seul explique entre 50 et 70% des inégalités qu'on a vu se creuser sur 40 ans. Elle aurait donc réduit chez les ouvriers non qualifiés en moyenne 8% des salaires chez les hommes et 3% chez les femmes. Et ce qui est aussi très notable dans leur étude, c'est que l'automatisation n'est absolument pas synonyme de hausse de productivité. En fait, elle est plutôt synonyme de gain financier, mais pas nécessairement d'efficacité pour les employés ou pour les clients. Alors, l'exemple typique, c'est les caisses automatiques. Les caisses automatiques de supermarché, c'est pas un truc forcément super high-tech et révolutionnaire, mais c'est quand même une forme d'automatisation que tout le monde connaît, hein, qui est omniprésente, et qui, typiquement, ne renforce pas du tout la productivité. Parce que toi, tu te fais ton boulot, t'es pas plus rapide qu'un pro à encaisser tes articles-là, t'es même plus lent. Mais par contre, ça économise une fraction de salaire. Donc certaines innovations technologiques vont en effet booster la productivité, c'est vrai, il y en a, des innovations qui boostent la productivité, et d'ailleurs en général elles ont un impact qui est assez moindre en termes de distribution de la richesse produite, et à l'inverse l'automatisation a eu peu d'impact sur la productivité, mais un gros impact sur la distribution, et au détriment des ouvriers. Donc en gros les machines ont permis un transfert de richesse de ceux qui faisaient le boulot à ceux qui fabriquent et utilisent les machines. Et comme il n'y a pas de boost de productivité, c'est un peu à somme nulle. Voilà, c'est en gros la conclusion de l'article.
Ouais, ça pose évidemment des nombreuses questions sur l'avenir du travail et puis je ne pensais pas tomber d'aussi haut sur la part de la responsabilité de l'automatisation dans le fait de creuser les inégalités. Très bien, mais merci beaucoup Guillaume pour cet éclairage. On va du coup continuer à regarder les conséquences un petit peu et les réactions peut-être un peu à chaud qui se font à l'égard de ces nouveaux outils qui arrivent forcément, hein, notamment dans les écoles. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on adapte l'éducation ? Est-ce qu'on l'interdit ? Est-ce qu'on va plus loin que l'interdire ? On punit aussi les gens quand ils l'utilisent ? On en est où ? Avant de donner des cauchemars aux profs d'informatique, ChatGPT donne des sueurs à tous les profs de français, de droit, et même de sciences politiques, puisque Sciences Po Paris interdit désormais explicitement tout logiciel de ce type, donc pas d'IA pour écrire ses dissertes, même sur le site comme co-auteur. Alors c'est une demi-blague parce que ChatGPT en fait a déjà été utilisé et même crédité dans certains articles scientifiques. Et Springer considère que c'est stupide, et donc on peut pas considérer le logiciel comme un auteur. Du coup, il veut plus voir ça dans ses nombreux journaux, parce que Springer, c'est vraiment absolument énorme. Et donc, si vous pensez que de toute façon, GPT est créé assez bien pour pas être détectable, en fait, méfiez-vous, parce qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un nouvel outil ne se targue de repérer la roboprose. Après GPT-0 c'est Stanford qui vient de mettre un détecteur encore plus généraliste, qui s'appellerait Detect GPT. Pour l'instant, on n'a accès qu'au résumé de l'article. En tout cas, j'ai rien vu d'autre, donc pas moyen de savoir si ce truc est efficace ou pas. Mais les auteurs sont très confiants. Il est encore question de détecter des anomalies statistiques dans la production de mots, donc dans les anomalies dans la statistique des mots. Cette fois, une anomalie qui serait commune à peu près tous les modèles de langage, pardon. Donc, ce serait assez simple de déterminer, disons, les profils les plus courants, des modèles de langage les plus courants, et ensuite de passer les textes à la moulinette pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, faudra en reparler quand ce sera testé, par contre. Alors on en reparlera en temps et en heure. On continue encore et toujours avec ces conséquences. Là aussi un petit peu sur les métiers et sur les services. Il y a un service qui est probablement en train de regarder ça de très près, c'est Fiverr, je pense que je le prononce pas trop mal, Fiverr, qui est ce service où vous pouvez vendre vos propres services. Donc si vous cherchez une couverture pour un podcast, si vous cherchez des jingles, si vous cherchez en fait on peut vraiment demander un éventail de choses assez énorme. Donc c'est des travailleurs du web comme ça, vous pouvez d'ailleurs mettre des montants et qui n'a pas vu ces vidéos de youtubeurs qui comparent des services commandés à des personnes sur Fiverr avec des budgets différents pour voir quels sont les différences de résultats. Bon, évidemment, des outils comme les intelligences artificielles génératives, ils voient ça arriver à grande vitesse, Guillaume. Oui, après, c'est sûr, la hype est tellement au taquet sur l'IA que voir tout ce qui touche à l'IA en ce moment, c'est tellement à la mode qu'il y a le symptôme évident de voir la plateforme Fiverr avec des profils qui ont ce genre de compétences qui sont ultra demandés, quoi. Donc les profils qui ont des compétences en IA sont 1400% fois plus recherchés qu'il y a 6 mois. Et donc c'est pas du tout un hasard parce que, exactement comme tu dis, il y a 6 mois, c'était l'été de mid-journée, quoi. Tout simplement. Donc en gros, oui, sur Fiverr, ça y est, on cherche des gens qui sont soit capables de déployer des IA, soit capables d'utiliser simplement les outils de rédiger IA, des prompts. Voilà, exactement, d'utiliser les IA qui sont déjà accessibles. Et c'est vrai que il y a littéralement des années qu'on parle ici d'avancées spectaculaires en IA, mais l'explosion médiatique est relativement récente à ce niveau de volume en fait, parce que même les médias généralistes parlent en boucle de ChatGPT. On est passé de buzz dans notre sphère un peu technophile à buzz tout court, et si l'hype est maximale, faut voir que le risque de déception, de déconvenue pour les utilisateurs comme pour les entreprises est réel aussi, parce que ChatGPT finalement c'est pas un produit, c'est un prototype. C'est une alpha, et c'est visible d'ailleurs dans le fait qu'en fait la moitié des articles publiés par CNET, dont on a parlé la dernière fois, et qui ont été rédigés par cette IA, contenaient des erreurs, la moitié. Et les attentes parfois exagérées se voient aussi dans le rétropédalage de Do Not Pay. On avait parlé de Do Not Pay aussi, C'est un site légal. C'est un site qui a commencé par offrir des services juridiques pour les litiges mineurs, des cas de désabonnement de trucs par exemple. Et puis ils ont évolué en étendant leur usage des outils IA, mais dernièrement ils ont carrément tenté un coup de promo pendant un procès. Alors c'est un coup de promo qui a tourné court, si j'ose dire. En gros, ils voulaient que leur IA plaide directement pendant le procès, sauf que c'est pas très réglementaire. On peut imaginer que les juristes, ils sont peut-être un peu à cheval sur les règles à respecter, tu vois, pendant un procès, et donc faire plaider un portable Lenovo, ça fait pas partie. Donc Do Not Pay avait imaginé envoyer un mec avec des AirPods qui dirait simplement ce que le logiciel lui transmettrait oralement. Des AirPods parce que les prothèses auditives soient les seuls appareils admis. Donc Bauder, le CEO de Do Not Pay, était prêt à payer 1 million à quiconque oserait se pointer en cours avec des AirPods et faire le perroquet de son IA.
Et franchement, imagine que l'IA ait gagné le procès, évidemment, quelle meilleure pub tu peux espérer pour ton produit. C'est sûr. Sauf que le procureur de l'État a commencé à en avoir un petit peu marre que DonutPay fasse le forcing pour transformer son tribunal en espace publicitaire, et il a menacé la boîte directement de prison, qui du coup a fait marche arrière. Donc on ne saura pas si le robot aurait gagné, par contre, on voit bien jusqu'où les boîtes sont prêtes à aller pour vendre leurs produits, même s'il n'est pas complètement cuit. Et DonutPay utilise fondamentalement la même technologie qu'OpenAI. Alors du coup, je me demande si, comme sur DALL-E, tu dois choisir un texte potable parmi une douzaine. Tu as plein de textes avec 6 doigts et 3 bras. Tu dois chercher les textes qui sont un peu corrects. Je sais pas comment ça marche. Ah, j'avoue, ça mériterait qu'on creuse, effectivement. On continue. C'est marrant, tu sais, Guillaume, au passage, j'ai fait ma prise de parole au Amiens Tech Festival, dont je vous avais parlé les semaines précédentes. C'est un exercice très, très sympa. J'ai mis en avant les myriages. J'ai rencontré aussi Zizou, d'ailleurs, qui nous écoute depuis super longtemps. On lui fait un petit coucou. Et alors, très vite, parmi les questions qu'il y avait après la prise de parole, il y avait une personne qui alors a bossé beaucoup sur ces sujets-là pendant sa vie, qui est maintenant à la retraite, mais qui voulait très très vite mentionner Yann Lequin, et justement, alors c'est l'occasion rêvée d'en parler, Yann Lequin qui a pris la parole sur ces services tels que ChatGPT. Et oui, il faut peut-être rappeler, Meta, il y a quelques semaines, proposé un service qui a très très vite fait marche arrière. Guillaume, on en avait parlé dans Tech Café. Oui, de toute façon, c'est vrai que ChatGPT fait le buzz ici même, on en parle toutes les semaines depuis qu'il est sorti, et pourtant Yann Lequin n'est pas impressionné, et il a parfaitement raison. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'OpenAI n'est pas particulièrement plus avancé technologiquement que les autres boîtes, et si ces dernières ne sortent pas de produits en ce moment, ne montrent pas grand-chose, c'est parce qu'elles ne veulent pas. J'avais d'ailleurs parlé de la prudence de Google sur le sujet, qui lui a causé un retard médiatique. Mais seulement médiatique. Yann Lequin veut corriger la perception du public qui, et c'est normal, ne peut pas s'extasier sur quelque chose dont on ne parle pas, qui peut pas essayer, qui reste complètement cloîtré dans les labos d'une boîte, quoi. OpenAI a très bien joué de ce point de vue, même si on pourrait avoir des objections sur l'éthique de sortir quasiment sortir un quasi-produit, mais qui est encore à ce point non fiable. Parce que OpenAI mentionne bien que Chat pourra raconter n'importe quoi, on va l'appeler Chat, mais il va quand même faire payer un accès privilégié, tu vois. Donc de là à dire qu'il commercialise un produit pas fini, bon... OpenAI occupe donc le terrain médiatique, mais si on creuse le sujet, on se rend compte que tout le monde a un modèle de langage énorme et que ChatGPT n'est probablement pas le plus sophistiqué. Donc, on avait déjà évoqué ici Bloom, donc un modèle qui rivalise avec celui d'OpenAI mais qui est open source. On avait aussi parlé de Megatron à d'autres occasions, puisque c'est le modèle de Nvidia dont il est souvent question dans les keynotes de la marque. Il y a Facebook, tout à fait, qui possède Galactica, qui n'est rien d'autre qu'un ChatGPT avec ses bons et ses mauvais côtés. Et c'est à cause de ses mauvais côtés qu'il a été retiré par Meta, alors qu'en réalité, c'est exactement pareil. Enfin, je veux dire, il est ni plus ni moins, à mon avis, fiable que ChatGPT. Il est signé Meta, donc ça fait peur. Oui, c'est ça. Et puis bon, voilà. Bon, après, côté Google Brain, on a aussi la série des T5. Donc il y a Flan T5 et Palm, qui sont aussi en accès libre, qui sont utilisables par n'importe qui utilise Python sur sa machine. Donc il y a vraiment, c'est très 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 ouvert. Et Palm est au moins aussi avancé que GPT-3. Et il y a un projet de fine-tuning par renforcement qui pourrait le rendre très proche de ChatGPT en fait. Et finalement, il y a à côté de DeepMind, c'est pas n'importe qui aussi, on a la famille Chinchilla. Ou Chinchilla comme ils disent. Donc Chinchilla, Lambda et Sparrow. Donc c'est un peu la même famille, on va dire, c'est une filiation. Et donc Sparrow, ce dernier-là, il est extrêmement intéressant, parce qu'il préfigure un futur potentiel de la recherche sur Internet, et il va sans doute être le cheval de bataille de Google dans sa prochaine guerre avec le couple Microsoft-OpenAI. Il est aussi beaucoup plus puissant que ChatGPT, de plusieurs points de vue. Donc Sparrow, c'est un gros modèle de langage aussi, donc comme la famille des GPT, mais déjà, DeepMind a voulu le rendre plus efficace, le plus efficace possible en termes de puissance de calcul, nécessaire pour le faire tourner déjà, parce que, alors techniquement, en fait, c'est une étude qu'ils ont fait sur Chinchilla. Chinchilla, si on prend Chinchilla, il a 70 milliards de paramètres, mais il est plus efficace que GPT-3, qui en a 150 milliards. Et ils n'ont pas fait ça au hasard. Ils ont entraîné 400 modèles de langage, avec divers nombres de poids, diverses tailles de corpus, pour savoir lequel était le meilleur compromis. Le modèle le plus petit, en quelque sorte, qui soit le plus efficace. Tu te rends compte ? Qui, sinon Google, peut se permettre de créer 400 modèles géants, chaque fois c'est 400 modèles géants de langage, juste pour faire des stats comme ça. C'est un truc de malade. Mais bon, ce qu'ils ont découvert est intéressant parce que pour être optimal, le nombre de paramètres dans le modèle, en fait, la taille du modèle, doit être proportionnel au nombre de mots sur lesquels on l'entraîne. Donc si on double le nombre de mots dans le dataset, on doit doubler le nombre de paramètres.
Et c'est comme ça que Chinchilla est meilleur que le modèle précédent qui s'appelait Gopher, tout en étant 4 fois moins gros. Par contre, il a été entraîné sur 4 fois plus de données. Et en l'occurrence, Chinchilla, il a été entraîné sur 1400 milliards de mots, alors que GPT-3 a été entraîné sur 300 milliards de mots. Mais bon, si on revient à Sparrow, donc Sparrow, il va bénéficier des recherches de tout ce qui a précédé, de Chinchilla donc aussi, et comme ChatGPT, ça va être aussi une version de tous ces trucs qui, alors, au niveau fonctionnel, ça se présente pareil, c'est un chatbot qui interagit en langage naturel sur n'importe quel sujet. Mais il se distingue très nettement de ChatGPT par le fait qu'il est à jour. C'est-à-dire qu'il est capable de donner des infos qui viennent juste de se passer. ChatGPT, tu sais qu'il a été entraîné sur un corpus de texte figé fin 2021. Donc, par exemple, il n'est pas au courant qu'on a perdu la Coupe du Monde de handball. Ben, Sparrow, lui, le sait. Sparrow, il contrôle aussi la véracité de ce qu'il dit, et il peut citer ses sources, alors que ChatGPT, il affirme avec aplomb absolument n'importe quoi, et tu dois tout vérifier à la main, en fait. Si tu veux être sûr de ne pas passer pour une buse, tu es obligé de vérifier tout ce qu'il dit, c'est fatigant quand même. Donc, Sparrow respecte finalement tout un ensemble de règles de bonne conduite. Par exemple, il se fait pas passer pour un humain, il insulte pas, il menace pas, il n'y a pas de relationnel, il n'y a pas d'affectif, je veux dire, c'est-à-dire, voilà, il n'a pas d'opinion, pas d'émotion, il n'a pas de morale non plus, et il renonce à donner des conseils sur des sujets qui sont trop sensibles, et qui peuvent amener des problèmes, par exemple, des conseils légaux, financiers, d'une manière générale, aucun conseil sur les actions à faire dans la vraie vie. Et comment tout ça c'est possible ? En fait, si tu regardes ChatGPT, finalement, c'est GPT 3.5, donc une évolution de ce fameux GPT-3 dont on parle tellement, sur lequel il y a un réglage fin, et ce réglage fin, il est basé sur des feedbacks d'utilisateurs humains. Donc en fait, les humains disent cette production est bien, cette production est pas bien, etc. Et ce feedback a servi à faire un ensemble d'entraînement sur ce qui est souhaitable que le chatbot dise. C'est un crible qui permet de ensuite réentraîner le modèle en altérant subtilement ses poids pour le pousser vers le comportement voulu. Donc c'est une phase de Reinforcement Learning from Human Feedback, donc on voit parfois le sigle RLHF, c'est ça que ça veut dire. Donc Sparrow va aussi avoir plusieurs couches, c'est-à-dire d'une part il y a un gros modèle qui est donc essentiellement modèle à la Chinchilla, puis il y a une couche de bonne conduite, avec une trentaine de règles qui sont implémentées comme des filtres, comme des réglages fins, comme j'ai dit, pour donc c'est des règles comme celles que j'ai déjà mentionnées, et ces règles, elles ont été aussi conditionnées, matérialisées à partir d'un feedback humain. Donc cette couche est testée aussi d'ailleurs de manière minutieuse auprès d'une foule de sujets de classe démographique. Et ensuite, comme tu es Google, pourquoi tu n'utiliserais pas la base de données de Google pour supplémenter les connaissances du chatbot ? En fait, Sparrow, c'est ça qu'il fait. Il possède un savoir temps réel parce qu'il est capable d'aller chercher des données sur le net. Il va chercher des données sur le net, il en vérifie la source, et ensuite il utilise son modèle de langage pour parler, pour produire une réponse cohérente. Donc, même s'il ne comprend pas la question, ou que la question est débile d'ailleurs, il va quand même essayer de trouver des choses cohérentes en rapport, parce que c'est dans son ensemble de règles. Il doit rester cohérent, il doit rester concentré sur le sujet, tu vois. Donc dans l'article sur Sparrow, les résultats sont vraiment excellents, mais ils ne sont pas parfaits d'ailleurs. Donc il arrive encore que Sparrow déroge à ses propres règles. Il peut par exemple occasionnellement citer une source non fiable. Mais dans l'ensemble, il est beaucoup, beaucoup plus fiable et crédible que ChatGPT en complément d'une recherche web classique. Si tu peux vraiment tu vois vraiment comment utiliser Sparrow, alors que ChatGPT, tu sais jamais vraiment ce qu'il va te raconter, quoi. Et donc, DeepMind est en train de raffiner le truc en ce moment même, je pense. J'ai même peur qu'il soit en quasi-crunch pour présenter un truc quasi fini à la Google I.O. ChatGPT, il est extrêmement impressionnant, il est porteur de plein de promesses, mais effectivement, il reflète plus l'état de l'art en la matière. Et en l'état, il n'est pas en capacité de concurrencer les futurs modèles de Google et probablement des concurrents, parce que là je parle de Google, mais il y a certainement d'autres qui sont encore à l'étude. Je suis sûr qu'ils sont en train de raffiner Galactica chez Fer et compagnie, quoi, tu vois. Donc il y a vraiment une bataille furieuse qui s'annonce. Google a toutes les munitions pour déchiqueter son adversaire quand il va se décider à sortir son truc enfin public. Et les gens pourront mettre leurs doigts dessus, et puis bon, après on verra. Mais bon, évidemment, OpenAI le sait, toute la recherche sur ce domaine de toute façon est publique, et GPT-4 ou je sais pas quel autre modèle surprise est sans doute en train de se préparer aussi furieusement chez eux. Donc voilà, il y a vraiment une grosse course comme ça qui arrive, et les années à venir vont être passionnantes, je pense. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais quelque part la semaine dernière aussi, sur le fait que, je caricature beaucoup, mais que ChatGPT-4 pourrait être, entre guillemets, décevant par rapport à ce qu'on peut constater aujourd'hui, compte tenu de ces évolutions. C'est
probablement aussi là où on va voir les évolutions, hein, c'est ça. C'est dans sa capacité à qualifier un peu les sources, etc. Comme ce que tu décris pour Sparrow, non? C'est peut-être là où on peut voir une itération de GPT. Oui, je pense qu'une évolution naturelle de GPT, ça serait effectivement de raconter moins de conneries, hein, de mentir moins souvent et d'être du coup plus utile, parce que pour écrire de la fiction, c'est marrant, mais sinon pour le reste, pas évident. Combien de lettres comporte le mot 11? Il m'a soutenu mordicus que c'était 6, mais bon, ça aussi, hein, vous avez vu plein d'exemples de ce genre de choses. Dialoguer avec ChatGPT pour lui montrer qu'il a tort est assez rigolo d'ailleurs, c'est assez jouissif, on se sent très intelligent dans ces mots-là. Allez, une application hyper concrète et peut-être quelque part hyper enthousiasmante des intelligences artificielles, c'est aussi d'aider les personnes qui sont en situation de handicap, Guillaume. Ouais, c'est une jolie utilisation de la technologie, de plusieurs technologies de pointe, hein, avec cette équipe de Stanford, qui a permis à un paralysé de parler par la pensée à une vitesse jamais vue de 62 mots par minute. Alors c'est un patient de 67 ans qui est sobrement désigné par sujet T12 et qui atteint la maladie de Lou Gehrig, et donc il peut plus parler. Il a été équipé d'une interface neurale de type Utah Array qui possède en gros une centaine d'électrodes et qui a été implantée dans son cortex, un endroit où on peut relever des signaux qui correspondent à la volonté du mouvement des lèvres. Alors le mouvement des lèvres, de toute façon, et le mouvement de la bouche en général quand on parle, c'est super complexe. Donc avec 100 électrodes, c'est pas question de tout récupérer, de tout analyser pour tout reconstruire. C'est sans espoir. Par contre, on peut extraire un signal à peu près interprétable avec les électrodes et en ayant recours à un premier algorithme de machine learning, si tu veux, pour on l'étalonne pour associer à ce signal ultra complexe une forme prévisionnelle des lèvres. Voilà, l'intention de former quelque chose avec ses lèvres, et ensuite on essaye d'associer les phonèmes possibles. Et finalement, tout ce que tu veux faire quand tu parles, ce que tu veux faire, c'est des mots, quoi, tu vois. Et du coup, déterminer quels sont les mots les plus probables au fur et à mesure que tu parles, à ce jeu-là, personne n'est plus fort que les grands modèles de langage, comme Bloom et compagnie. C'est leur vie, en fait, c'est leur métier. Résultat, grâce à la prévision ultra efficace des IA, on arrive au final à un système qui permet à des gens qui sont totalement paralysés de parler 3 fois plus vite qu'avec les systèmes précédents qui demandent en général de bouger un curseur sur les lettres. 62 mots par seconde, c'est pas beaucoup par rapport à une conversation normale, qui tourne autour de 160, mais ça s'en rapproche largement assez de rythme normal pour changer la vie de nombreux patients. Donc c'est vraiment un système qui a un super potentiel. Tant mieux, c'est quand même des points hyper positifs qu'on peut se faire fort de relayer. Et puis toutes nos conversations à chaque fois autour des intelligences artificielles nous amènent indéniablement dans le conducteur, Guillaume, à ce que tu nous abordes les avancées ou les faits marquants en matière de conduite autonome pour les bonnes vieilles voitures. Alors on en est où là-dessus? Petit à petit, les voitures autonomes se font une place sur les routes. C'est pas rapide, c'est pas facile, il y a pas mal de soucis. Mais bon, ça roule au pas, on va dire. Commençons par le niveau 3 avec Mercedes, qui a reçu la certification dans le Nevada, donc pour la conduite de niveau 3. Donc ça devient possible de jouer à Tetris au volant, dans les bouchons. Mais, donc Mercedes possède des caméras et des lidars aussi, et des micros sur ses voitures, des micros pour opérer les ambulances par exemple. Donc gros équipement, gros prix pour grosses voitures. Mais bon, ce pilote automatique néanmoins ne fonctionne que jusqu'à 60 km/h. Donc pas sur autoroute. Et c'est bien un niveau 3. Donc c'est-à-dire que tu dois être au volant et prêt à reprendre la main à n'importe quel moment. Donc ce niveau 3 finalement, qui est peut-être le plus inconfortable, parce que tu as toujours le cul entre deux chaises, tu vois. La promo montre vraiment quelqu'un jouant à Tetris pendant la conduite, mais est-ce que c'est simple de passer d'une partie de Tetris, tu sais, où t'es vraiment à fond dans la zone, tu sais, jusqu'à un freinage ou un braquage d'urgence pour éviter un truc. Ouais, quand t'as la barre verticale qui te permet d'éliminer 4 lignes et que t'es en haut du jeu, ça, effectivement. C'est ça. Est-ce que tu fais ton Tetris avant ou après, tu vois? Évidemment avant, après l'accident. Mais dans quelle situation est-ce que tu te retrouves après? C'est compliqué. En tout cas, pour Waymo et Cruise, donc c'est Ford, le niveau 3 est trop dangereux, donc ils veulent directement passer au niveau 4. Le niveau 4, c'est l'autonomie totale, mais dans un périmètre et des conditions bien définies. Donc c'est uniquement dans une ville cartographiée à haute résolution, par beau temps, etc. Et ils ont peut-être pas tort, mais ça n'a pas l'air si facile, parce qu'à San Francisco, par exemple, où Cruise et Waymo ont eu la permission de déployer une flotte de robotaxis, sans chauffeur d'ailleurs, sans aucun chauffeur, ils sont monitorés à distance, mais il n'y a pas de chauffeur, les pouvoirs publics, eux, commencent à en avoir un petit peu marre. Alors, c'est pas que les voitures soient totalement des dangers publics, mais on est plus dans le 1%, voire le 0,1% qui reste. Tu sais, le truc fonctionne à 99,9% des cas comme prévu, et dans la vraie vie, dans une vraie ville avec des millions d'autres gens, ce 0,1% pose problème. Alors, parfois, les voitures bug, on sait pas trop pourquoi, mais bon, dans une ville comme San Francisco, tu bugs, tu t'arrêtes, c'est bouchon immédiat, quoi. Parfois, elles freinent un peu trop brusquement, et elles se prennent des conducteurs très mécontents dans l'arrière-train. Parfois, elles comprennent pas qu'il y a un incendie. Ou trop tard, donc elle roule dedans, ou alors elle roule sur les tuyaux, enfin bon. Parfois c'est même encore plus idiot, il y a un passager qui s'endort à l'arrière,
Et comme elles ont pas de bras, et que le gars il répond pas et qu'elle a pas prévu le truc, elle appelle les urgences. Et donc les urgences, ils arrivent, ils voient un gars endormi, c'est débile. Donc elles sont pas méchantes en fait, mais au quotidien, c'est des boulets, tout simplement. Et bon, à San Francisco, ils sont pas contre l'innovation, si tu veux, on peut pas leur dire, bon. Mais ils ont autre chose à foutre que de récupérer les dernières bourdes de conducteurs robots un peu teubés, quoi, tu vois. Donc ils ont demandé à Waymo et Cruise de se dégager, de se casser en banlieue, pour raffiner un peu leur truc avant de revenir. Donc ça avance, mais enfin, il y a des dodanes, hein, quand même, hein, donc un peu tout le monde a du niveau 3 dans les tiroirs. Bon, voilà, pas dans ce temps, d'ailleurs, mais pas dans ce temps, je crois que Tesla reste en niveau 2, non? Ça m'étonne presque un peu, mais je crois que c'est toujours du niveau 2. Eh ben écoute, pourtant c'est pas ce qu'il avait dit, Elon. C'est pas ce qu'il avait dit. Bon, enfin. Alors justement, c'est parfait. Tu parles de Tesla, on va pouvoir changer de rubrique, laisser tranquillement de côté notre intelligence artificielle. On en reparlera forcément dès la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est la période un petit peu clôture d'année financière avec les résultats financiers des 4e trimestres de l'année passée, etc. Donc c'est aussi l'occasion de parler un petit peu d'argent. Alors un petit mot justement. Tu parles de Tesla. Où est-ce qu'on en est, Guillaume? Oui, alors encore de la finance dans cet épisode, hein, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la période des résultats du 4e trimestre. Un trimestre assez important, puisque bon, on peut avoir une idée des performances sur l'année, puis ça inclut la période bénie des fêtes de Noël, période bénie par le petit Jésus, et puis le saint patron du consumérisme aussi, hein, qui veille sur tous les marchands et fabricants de gadgets high-tech. Il essaye. Enfin, pas trop cette année, ouais, moins, hein, beaucoup, parce que voilà, certains s'en sortent pas si mal, hein, parce que Tesla, finalement, et puis ça va plutôt, il fait un bénéfice net de 3,7 milliards, en hausse de 51% par rapport à l'an dernier, donc voilà, avec un chiffre d'affaires en hausse de 37%. Le constructeur termine donc 2022 en faisant une très bonne année, même s'il rate l'objectif de 50% de croissance, de rien du tout, avec 1,4 million de véhicules vendus, il est largement en dessous. À noter qu'on disait un temps que Tesla faisait plus de fric avec ses crédits carbone qu'en vendant des voitures, mais c'est bien fini ce temps-là. Hein. Même si ça contribue encore à 1,8 milliard quand même au chiffre global, c'est toujours en croissance. Mais bon, voilà, le chiffre d'affaires annuel passe à 71 milliards. Donc là, on est vraiment dans un constructeur de voitures, il n'y a plus de problème. Tesla a lancé un projet assez pharaonique dans le Nevada aussi, d'ailleurs, pour construire une usine de camions électriques. À 3,6 milliards. Donc des grosses bières-remorques, hein, qui représentent un nouveau marché pour lui, et bon, il lui en faut, hein, d'ailleurs, des nouveaux marchés, parce que la concurrence va être rude. Après, il se met la pression tout seul aussi, hein, puisque pour l'année prochaine, il a encore un objectif de 50% de croissance. Bon, on verra bien, son action remonte un petit peu la pente, hein, depuis un mois. Bon, les certitudes demeurent quand même, hein. Le Cybertruck, par exemple, sera pas produit en gros volume avant 2024, donc pour le moment... beaucoup de constructeurs ne semblent pas suivre Tesla dans la baisse de prix. Volkswagen l'a même explicitement dit d'ailleurs. Chez Lucid Motors, on revoit un peu ses contrats, mais c'est surtout Ford et les Chinois de Xpeng et le Vietnamien de VinFast qui, eux, vont essayer de s'adapter. Donc Tesla a voulu prendre les devants, mais il y aura quand même une concurrence, même aux nouveaux tarifs. Puis il ne faut pas oublier que 2023 sera aussi une année pour Twitter, qui sera des très dur pour Twitter, vu la dette, ça passe ou ça casse, et puis bon, Musk, lui, par contre, semble totalement inconscient du dégât qu'il peut faire à Tesla avec tout ce bordel, puisque lors de la présentation des résultats financiers de Tesla, hein, on lui a demandé s'il estimait que ses tweets pouvaient faire du mal à l'image de la marque, il a répondu « Bah, tu rigoles, j'ai 127 millions de followers, ça suggère que je suis quand même super populaire. » Tu caricatures même pas en plus, hein, c'est presque... Non, il a dit quasi verbatim ça, et c'est ça. Bah, alors, écoute, c'est vrai, il est célèbre, ça c'est sûr. C'est l'argument massu, enfin je peux pas me tromper. Très bien, Twitter qui est un petit peu dans des situations particulières sur le plan financier, Guillaume, et c'est l'occasion justement de parler un petit peu de réseaux sociaux. Pour illustrer à quel point Twitter est dans la sauce, c'est multiples procès pour loyer impayé, par exemple. Alors je sais que c'est la trêve hivernale, mais enfin moi, les propriétaires de ces bureaux à San Francisco et à Londres sont quand même pas très contents. En fait, à San Francisco, le problème est double, puisqu'en plus de ne pas payer les 3,6 millions de loyer, le contrat stipulait qu'en cas de changement de propriétaire, la ligne de crédit devait monter à 10 millions. Quant au bureau de Londres, c'est carrément sa gracieuse majesté, enfin son gracieux majeston, qu'il fait offense, puisque ces bureaux de Londres appartiennent à la couronne britannique, hein, rien de moins. Eh ben, pas bien ça. Eh oui, donc Twitter perdrait 4 millions de dollars par jour, ça met les choses en perspective, hein, donc voilà. Est-ce que son salut viendra de Donald Trump? Parce que ça y est, Donald est de retour sur Facebook. Bon, Meta l'avait annoncé mercredi dernier en fait, et pour le moment, il s'est pas encore fait éjecter, enfin en tout cas au moment où je parle, je pense qu'ils attendent que ça chez Meta. Ils ont le doigt sur le bouton ban, tu sais, en attendant qu'ils sortent encore des clous, ce qui peut arriver à tout moment du jour ou de la nuit. Donc voilà, est-ce que c'est reparti? Je sais pas. Enfin, c'est pas encore complètement reparti, puisqu'il est pas encore revenu sur Twitter, Donald, mais ça serait trop tardé. Honnêtement,
D'une part parce que Twitter dit qu'il va assouplir un petit peu les actions qu'il prend en cas de débordement, parce que tu sais, avant, Twitter, s'il avait une rigueur d'airain, tu vois, quasi spartiate, dont il faisait preuve, quoi. Là, c'était disproportionné. Alors maintenant, on assouplit. Donc on passe de règles en mousse à règles en chamallow braisé, quoi. Et ça pourrait être du goût de Donald Trump, alors, qui certes a juré allégeance à son propre réseau Truth, mais qui reste quand même quelqu'un d'assez pragmatique devant l'éternel. Et si on compare la taille de Truth à celle de Twitter, bon, c'est pas le jour et la nuit, c'est carrément le Mordor face à la lumière délicate et poudrée de la Laurienne, quoi, tu vois, c'est vraiment beau. Et je suis pas méchant, non mais je suis vraiment pas méchant en plus, c'est un des meilleurs indicateurs de la popularité d'un réseau social, c'est la pub. Penchons-nous sur la pub. Regardons les annonceurs, je te dirai qui tu es. Mais oui, et alors voilà, penchons-nous sur les pubs de Truth. Eh ben, si tu regardes, vas-y. Il y a littéralement aucune marque connue qui fasse de la pub dessus. Et les seules pubs qu'on y trouve, c'est soit du matériel de pom-pom girl trumpiste, soit des accessoires pour son fusil, au mieux, en fait. Et au pire, on trouve des arnaques pures au Médoc ou aux médecines alternatives. Et en plus, la pub sur Toulouse, souffre d'un problème d'œuf et de poule, quelque part, parce que la régime majoritaire, c'est Rumble Ads, qui gère la plupart des pubs sur le réseau, et elle est apparemment confondante d'amateurisme, à tel point que l'absence d'outils sérieux pour les annonceurs décourage même les plus militants d'essayer de faire du pognon sur Toulouse. Bon, pourquoi je m'étends sur Toulouse ? Parce que son état semble rendre inévitable le retour de Donald sur Twitter pour la prochaine campagne électorale. Parce qu'il est bien mignon Toulouse, mais la liberté d'alternative, tout ça, c'est bon, fallait une réélection, c'est du sérieux, tu vois. Donc à mon avis, il va revenir sur Twitter, à moins que Twitter ne claque d'ici là, bien sûr. Un retour prévu sur Facebook qui, a priori, est accompagné quand même d'un certain nombre de garde-fous. Effectivement, tu as raison, je pense qu'ils ont le doigt sur le bouton éjecter à la moindre incartade. On verra ce qui se passera, bien entendu. Normalement, à mon avis, ça devrait se décanter d'ici cet été sur des prises de parole en bonne et due forme sur les réseaux sociaux. On vous les relaiera, enfin, on vous relaiera le fait qu'elles aient eu lieu, pas forcément les prises de parole en tant que telles. Un petit mot autour de la conso, Guillaume. Alors, tu nous mets dans le conducteur. Après avoir acheté à fond, on achète moins. Oui, ouais, c'est le grand enseignement qui semble parvenir au cerveau des constructeurs ces temps-ci. Après avoir acheté à fond pour s'équiper pendant les circonstances exceptionnelles du Covid, la période Covid, là, on n'a plus forcément trop besoin d'acheter encore plein de trucs ensuite. Surtout quand on a chaque jour un peu moins de pouvoir d'achat et ça s'arrange pas. Évidemment, ça s'arrange pas les constructeurs, quand même. Mais bon, les chiffres sont là. Les ventes de téléphones mobiles se sont effondrées de 11% sur l'année et de 18% ce trimestre par rapport à l'an dernier. Et tout le monde prend Samsung, Xiaomi et même Apple et Oppo. Et encore plus terrible, attention, le rythme de renouvellement des appareils est passé à 40 mois. Horreur! Après avoir acheté un téléphone, les utilisateurs le gardent plusieurs années. 3,3 ans pour être précis. Et ça va pas du tout, ça, c'est quel manque de civisme économique. Bon, alors évidemment, Samsung le sent passer. Alors ça reste correct, son chiffre d'affaires a encore battu un record, mais son bénéfice, par contre, lui, recule beaucoup, de presque 7 milliards à 35 milliards cette année. Les bénéfices du dernier trimestre sont faibles, par contre, carrément. 219 millions contre 7 milliards l'année d'avant, donc effectivement, là, ça commence un petit peu à être léger. Alors, tout le monde souffre un peu, de toute façon, les vendeurs de PC et aussi les vendeurs de périphériques PC. Logitech a eu d'ailleurs des records de vente en 2021 et là, 22% de baisse. Mais qui sont ces gens qui changent pas de webcam et de clavier tous les ans, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vrai, quoi. Enfin, vous avez une super webcam en 2021, vous devriez en acheter une très bien en 2022 aussi, enfin. Bon, très bien. Et ça il y a aussi des remous, Guillaume, du côté des processeurs et en particulier du côté d'Intel. J'ai l'impression que plus rien ne va du côté de chez Intel. Je suis pas forcément très enthousiaste pour leur avenir, mais fais-nous une petite photo de ce qui se passe. Il y a de la marge. C'est sûr qu'il prend vraiment cher. On en parlait la semaine dernière, tu sais, qui calme un petit peu les ardeurs sur les dépenses. Bon, après les résultats qu'ils viennent donner, on comprend un peu pourquoi. Le chiffre d'affaires est en baisse de 32%. Ils ont 700 millions de pertes nettes. Donc ouais, c'est pas la joie. Le segment des PC est en baisse de 36%. On s'y attendait. Mais celui des data centers, c'est pas mieux. Il est en baisse de 33%, alors qu'Intel gagne plutôt bien là-dessus d'habitude. Donc c'est quand même un gros signal d'alarme. Et le retard de son dernier Xeon, les Sapphire Rapids, là, ne doit pas y être totalement étranger. Il vient de sortir, donc il n'a pas pu, ne serait-ce que tenter de sauver les meubles qui partent en flammes. Cela dit, rien n'est gagné, parce qu'ils sont quand même assez chers, ces processeurs. Un refresh est prévu pour l'an prochain, donc des clients pourraient être tentés d'attendre. Et AMD, évidemment, met toujours une grosse pression, donc ça risque d'être pas franchement meilleur l'année prochaine. Il y a des experts qui s'attendent à un premier trimestre 2023 assez conforme à ces chiffres, assez mauvais chiffres, avec 37% de baisse par rapport à l'an dernier. Bon, si on regarde le reste, la division Edge et réseau est en croissance, de même que la division graphique et accélérateur, mais c'est encore des business un peu secondaires.
en tout cas en termes financiers. Donc voilà, Intel va moyen, il va mettre un moment à s'en reprendre. Pour l'instant, certains l'accusent même d'être en mode kamikaze, puisque la firme Bernstein, qui n'est pas du tout tendre avec Intel, qu'elle accuse d'inonder le marché pour noyer la concurrence, quitte à se noyer avec. Donc pour elle, en fait, Intel utilise les prix et la capacité de production comme arme stratégique. Donc même en sachant que les grossistes ont encore un inventaire bien garni, ils continuent à livrer un maximum pour occuper le terrain, quitte à en payer le prix. Mais comme de toute façon, ils savent qu'ils sont déjà de mauvais chiffres, autant essayer de noyer la concurrence. Enfin bon, ça c'est ce qu'ils disent. Donc, est-ce que c'est si terrible ? Écoute, Intel table sur le moyen terme pour se redresser, et si on regarde ce que dit ASML, il pourrait avoir raison. Parce qu'ASML, c'est quand même un fabricant clé de machines pour la production de puces super tout moumoute. Alors de leur côté, d'ailleurs chez ASML, tout va très bien. Les commandes sont maintenues, ils n'ont pas de problème. En fait, les constructeurs ne veulent surtout pas renoncer à leur machine parce que c'est des machines qui sont quand même difficiles et chères et voilà, difficiles à avoir. Et une fois la reprise arrivée, si jamais ils l'ont pas, et bah, du coup, ils pourraient se retrouver le bec dans l'eau. Donc tout le monde maintient ses commandes. Et pour eux, ça roule. Et d'après ce qu'ils voient, le marché pourrait redevenir favorable dès la fin de cette année, éventuellement 2024. Donc en attendant, Intel va essayer de faire des économies encore, entre 8 et 10 milliards d'ici 2 ans. Mais il va clairement essayer de continuer ses plans de construction pharaoniques pour arriver à parité avec TSMC le plus vite possible. Bonne chance, Pat. Ouais, mais ça doit pas être facile de manager cette boîte-là dans la situation dans laquelle il est et dans les circonstances qu'on connaît. Allez, on verra leur capacité à rebondir et si jamais l'avenir est plus radieux pour eux et pour l'ensemble du marché des processeurs peut-être. Dans la famille des résultats financiers sur lesquels on peut s'attarder un petit peu plus, c'est Microsoft, Guillaume. Alors, ils vont bien ou ils vont pas bien ? Écoute, Microsoft est dans l'actu, juste après l'avoir été pour un plan de licenciement massif, il revient avec des résultats financiers qui sont, comme on pourrait le craindre, très bons. Parce que 16,4 milliards de bénéfices nets sur 3 mois, ça va, je crois. Ok, c'est 12% de moins, d'accord ? Enfin, ça va. Comme prévu, les ventes de PC chutent, et donc Windows avec. Toujours le même souci de ces gens qui ont acheté un PC neuf en 2020 et qui refusent obstinément de le changer depuis. Je comprends pas. Exagère. Pareil pour les appareils en général, HoloLens, Surface et compagnie, tout baisse bien comme il faut. Xbox même aussi accuse une baisse un peu plus légère de 13%. Mais bon, tout ça, c'est pas si grave. Dans le cœur de métier de Microsoft semble s'être déplacé dans le cloud. Il a la tête dans les nuages, n'est-ce pas ? Et justement, ce secteur est en croissance de 31% pour Azure et 12% pour Machin 365. Là. Et c'est ça qui ramène le gros du pognon. Donc 16 milliards, c'est pas si dégueulasse. Mais bon, tu comprends, ça baisse un peu quand même. Alors heureusement qu'ils vont dégager 10 000 personnes, parce que là, ils sont au bord du gouffre. Quelle honte. Franchement, c'est quand même sur le papier assez déroutant. Mais bon, alors dans la même veine, oui, allez, continuons. Parce que Google licencie et apparemment à tort et à travers, puisque même la boss du département santé mentale et bien-être vient d'être virée après 15 ans de boîte, sans aucune histoire, sans aucun problème particulier. Elle et quelques collègues, d'ailleurs, ils savent toujours pas pourquoi c'est arrivé. Le mystère est partout, et d'après The Register, d'ailleurs, il y a même des pointures connues de l'univers du logiciel libre qui vont être remerciées, comme on dit. Alors, on savait que même des cadres avec des gros bonus, donc de bonne performance, a priori, supposément, seraient touchés. Mais là, en plus, ça semble vraiment étrange de virer des pointures du libre, parce que Google, c'est un énorme consommateur de logiciels libres. C'est un gros contributeur aussi. Et en ce moment, ils sont plus ou moins en guerre scientifique et en guerre logicielle contre OpenAI. C'est une décision très bizarre, dont personne ne semble d'ailleurs vraiment comprendre les tenants et les aboutissants, même dans l'entourage des intéressés ou au RH. Bon, la réponse est peut-être toute simple. Peut-être que Google a enfin entendu la voix de la raison, tout simplement. C'est-à-dire des gros bonus pour les employés. Mais oui, absolument, des gros bonus pour les employés. Savais-tu, Guillaume, que Google payait très bien ses employés ? On a toujours dit ça. Écoute, le salaire médian, c'est 300 000 $ par an, soit 67% de plus que chez Microsoft. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? En clair, ce que ça veut dire, c'est que Google donne honteusement l'argent de ses actionnaires à ses employés. Et oui, ils sont spoliés par un management communiste. Voilà ce qui se passe. Google engage des gens et les paye bien. Voilà le scandale. Tu imagines le nombre de centaines de millions qui passent sous le nez de ces pauvres investisseurs impuissants ? C'est une lutte de classe. Voilà ce que c'est. C'est la classe des salariés exploités qui spolie celle des honnêtes actionnaires. Voilà la vérité. Et d'ailleurs, Christopher Hahn, lui, a pas peur de la dire, la vérité. À la face de tous ces ronds de cuir serviles et inféodés à la classe ouvrière. Christopher, il dit stop. Google vire 12 000 personnes, poudre aux yeux. Ce qu'il faudrait, c'est en virer 42 000. Voilà, ça serait courageux. C'est ça qu'il dit. Mais bien sûr, dès qu'on ose s'élever contre les puissances du prolétariat, on vous muselle. Alors, Sir Christopher Hahn, c'était un honnête gestionnaire de hedge fund qui a investi pas moins de 6 milliards dans Google. Et tout cet argent si durement gagné à la sueur du front des autres,
Qu'est-ce qu'il rapporte une misère, rendez-vous compte. Christopher ne s'est payé que 690 millions de dollars cette année. Alors, attention, c'est du brut, attention. Soit quoi? Même pas 2 millions par jour. Voilà les extrêmes où on en arrive quand le système part à volo. C'est quand même difficile, faut se mettre peut-être à sa place. Moi, j'aurais peut-être du mal à gérer ça psychologiquement, c'est pas facile. Peut-être que Google a pris conseil auprès d'Elon Musk pour virer les gens un peu au hasard, peut-être, va savoir. Bon, on va terminer parce que ça doit pas être facile malgré tout, qui que tu sois. Tu vois, Guillaume, je me mets à ta place. Admettons que tu sois un big boss d'une grande boîte, tu dois annoncer à tes collaborateurs les temps difficiles dans lesquels tu es inscrit, et forcément, tu as besoin de leur annoncer. La technique, c'est évidemment un mail bien rédigé, peut-être en partie appuyé par des compétences de ChatGPT, mais c'est quand même un savoir-faire, non? Écoute, il y a pas que les grosses boîtes tech qui licencient, tout en étant somme toute en très bonne santé financière. Et comme Microsoft, la coïncidence des annonces peut être un peu malheureuse en matière. C'est vrai difficile de faire pire que PagerDuty. PagerDuty, c'est une boîte qui licencie 7% de sa masse salariale, un peu comme tout le monde. Je connaissais pas cette boîte. Et se félicite, ouais, moi non plus. Et bon, elle se félicite aussi d'avoir de bons résultats financiers, mais elle le fait dans le même mail. Et donc, génial. C'est vrai que c'est un ascenseur émotionnel. On passe du rire aux larmes, tu vois, on vire plein de gens, mais il faut rester fort dans les moments difficiles, avec une citation de Martin Luther King qui va bien. Et après, c'est les félicitations à Jean-Philippe pour ta promotion, et puis on a gagné plein de thunes, et on pense en gagner encore plus l'an prochain. Bon, c'est un mail lunaire qui doit être quand même difficile à avaler pour les employés concernés, et je pense que chez Microsoft ou Google, on doit sympathiser, tu vois, on doit avoir une certaine empathie. D'ailleurs, on a presque l'impression que toutes les boîtes, quelle que soit leur taille, virent au moins 6 ou 7% de leurs salariés, voire plus, comme Philips, avec 13%, ou Impossible Foods, qui va culminer à 20% de salariés en moins. Cela dit, Impossible, c'est une boîte qui est relativement petite quand même par rapport aux autres. Ils font un peu toutes pareilles. Alors la plupart de ces boîtes sont pas en super détresse en fait. Impossible d'ailleurs, c'est la première à dire que ça va bien. Philips a eu un coup dur dernièrement, enfin je suis pas sûr qu'elle fasse des pertes non plus, que ce soit au bord de la faillite. Et pourtant, d'Amazon à Google, Microsoft, SAP, Salesforce, elles ont toutes fait énormément de pognon pendant la pandémie. Et ce pognon, il n'a pas disparu, mais voilà, comme on l'a vu, aucune grosse boîte n'est au bord de la faillite. La chose qui a changé, apparemment, c'est la manière dont les investisseurs évaluent les boîtes. On l'a dit, mais la croissance à 2 chiffres chaque année, comme ça, quand on a eu des années de croissance à 2 chiffres comme ça, évidemment, quand c'est comme ça, on se préoccupe peu des bénéfices, tu vois, la croissance est là, ça va. Mais quand elle est pas là, on revient au point cardinal du bénéfice. Et bon, le chiffre d'affaires par employé, finalement, c'est ça qui devient le truc, quoi. Donc le trésor de guerre des entreprises, en fait, ça n'entre jamais en ligne de compte. Tu vois, les boîtes, ils touchent pas, d'ailleurs, sauf pour faire des emplettes et acheter d'autres boîtes. Mais avec beaucoup plus d'employés depuis la pandémie, et un chiffre d'affaires en baisse, le revenu par employé baisse, apparemment, et c'est simple, c'est effectivement, et tout ça, c'est juste ça qui semble guider tous les comptables du secteur, quoi. Et je sais pas, est-ce que ça sera seulement efficace, tu vois, je sais pas, est-ce qu'on peut imaginer qu'avoir moins d'employés, ça va pas aboutir à moins de chiffre d'affaires? Et si tu fais moins de chiffre d'affaires, ça peut amener moins de bénéfices aussi, moins de chiffre d'affaires, bon, je sais pas. Mais bon, pour le moment, Wall Street doit être rassuré, donc tout va bien. Ouais, les questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la grosse tuile que tu n'avais pas vu venir et qui peut survenir quand tu réduis peut-être trop hâtivement, parce que c'est quand même assez soudain aussi, une masse salariale aussi importante. Au passage, le mail pour le moins maladroit d'annonce de licenciement à côté des résultats extraordinaires, ça reste là aussi quelque chose de fort parce que c'est le même message. Mais bon, quand tu vois, encore une fois, on le disait, des boîtes comme Microsoft qui licencient autant de personnes et qui à côté rachètent des boîtes aussi énormes que Blizzard Activision, se battent pour les racheter. Voilà, ça fait bizarre déjà dans les faits, mais évidemment quand c'est concentré au même mail, ça fait évidemment lever les sourcils des collaborateurs. Je cite le rachat de Blizzard Activision, c'est le moment rêvé, Guillaume, pour qu'on termine cet épisode en parlant quand même un petit peu de notre petit dessert habituel, à savoir la rubrique jeux vidéo. Et ouais, une grosse déception, une déception au cube pour Sony, Microsoft et Nintendo qui le snob, le cube. Parce que manifestement, je sais pas, le cube sans le gaz, alors... Écoute, regarde, je vais y arriver. Donc, étrangement, c'est vrai que Nintendo avait pris l'habitude de faire des Nintendo Direct, tout ça, tu vois, mais là, c'est la première fois, il me semble, que le prochain eCube, qui donc aura lieu en présentiel normalement, que le prochain eCube n'aura aucun des constructeurs de trucs, aucun des constructeurs de machines. C'est quand même assez fort. En plus, bon, ils étaient quand même, je crois, au Summer Game Fest, donc j'ai l'impression que le Summer Game Fest a l'air de prendre beaucoup plus d'importance que l'eCube, ce qui est un petit peu inquiétant inquiétant, je veux dire.
Si les cubes meurent, je vais pas non plus pleurer, mais bon, grosso modo, c'est quand même un signal assez négatif pour c'est qui est quand même une grosse réunion traditionnelle comme ça du jeu vidéo, une grande messe du jeu vidéo tous les ans. Donc on verra bien. Il continue à dire que le show sera complètement épique donc cette année. Et tant mieux. Écoute, on va voir comment ils vont faire sans les 3 poids lourds du secteur pour être super épique, mais j'attends de voir. Quand un truc est annoncé comme étant prévu pour être super épique, il y a toujours, il faut toujours envoyer du lourd derrière parce que les attentes sont grandes. Un petit mot du côté de la Game Developer Conference, Guillaume, et notamment en regard de notre fameux métavers. C'est moins la hype pour les métavers en ce moment. Oui, il y a plein de chiffres qui alors il y a un gros document, mais bon, il faut s'inscrire, donc je l'ai pas totalement, mais j'ai quand même quelques chiffres, quelques statistiques qui sont issus d'un sondage qui a été fait à la Games Developer Conference, donc c'est que des développeurs qui ont répondu à un certain nombre de questions, et donc parmi lesquels, par exemple, les business models, tu vois, donc c'est intéressant de voir quels sont les business models qui sont utilisés par les développeurs majoritairement. Donc par exemple, on voit que la moitié opte pour du normal, quoi, c'est-à-dire du pay to download, c'est-à-dire tu achètes le jeu. Il y a 36% qui optent pour le free to download, donc ensuite, évidemment, dedans, il y a c'est du freemium, soit tu dois acheter des trucs in-game, etc. Et donc, tu as 25% qui optent pour des DLC, tu as des in-game items, donc les trucs in-game. Les achats d'objets in-game, c'est 23%. Tu as 19% qui optent pour une monnaie in-game. Évidemment, tu as aussi les pubs, mais c'est seulement 10%, étrangement. Les souscriptions comme Game Pass, Apple Arcade, donc ça c'est intéressant aussi, parce que c'est quand même un modèle économique qui est un petit peu nouveau, c'est 9%. Après, il y a aussi tout ce qui est les lootbox, donc il y a 6% qui optent pour les lootbox. Et on voit que il y a les blockchains qui sont relativement en bas du classement, puisqu'il y a 4% seulement de trucs qui sont basés sur la blockchain. Et il y en a 5% qui disent autre, parce que probablement c'est gratos ou un truc comme ça. Alors, si on parle de blockchain d'ailleurs, plus ou moins évidemment, on peut pas considérer que c'était une année formidable pour la blockchain. Donc ceux qui disent, déjà ceux qui étaient opposés à la blockchain il y a un an et qui sont aujourd'hui en faveur de la blockchain, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2% qui sont plus en faveur de la blockchain de cette année que l'an dernier. Ceux qui étaient opposés l'an dernier, il y a 56% qui sont toujours opposés cette fois-ci. Ceux qui étaient en faveur l'an dernier mais qui sont opposés cette année, ils sont 12% par contre. Et du coup, non, ils sont 5% par contre. Et ceux qui étaient opposés à la technologie, je suis complètement... Ceux qui étaient en faveur de la blockchain et qui sont toujours en faveur de la blockchain, il n'y a que 12%. Ouais. Il y en a quand même 25% qui sont sans opinion. Faut pas... Donc c'est quand même une grosse partie. Mais bon, alors ce qui est intéressant aussi, par contre, c'est du coup les trucs, les heures, ce qu'on appelle le crunch, tu sais, parce que ça, en fait, on a l'impression que il y a énormément de crunch, qu'il faut vraiment bosser énormément, que c'est très très difficile, et c'est vrai. Le fait de livrer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, c'est le fait de livrer un jeu dans des conditions de travail un peu démentielles. C'est vrai, mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont demandé, quels sont les facteurs qui vous faisaient travailler 40 heures par semaine. Est-ce que c'était la pression, l'auto-pression, c'est la pression que tu te mets toi-même? Est-ce que c'était une pression extérieure, la pression des pairs, etc. Et en fait, il semblerait que la majorité des gens, donc c'est à 74%, c'est la pression qu'ils se mettent eux-mêmes. Et en fait, la pression du management, donc qui vient de l'extérieur, c'est 14%. La pression des pairs, c'est 11%. Et je sais pas, je l'ai fait, je sais pas pourquoi, c'est 9%. Bon. Mais bon, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, il y a énormément de pression que les développeurs se mettent eux-mêmes, finalement. C'est eux qui se poussent eux-mêmes à travailler beaucoup. C'est assez étonnant. Enfin, tu vois, j'aurais vraiment pensé que la pression de management serait beaucoup plus importante que ça. Ouais, tu sais, je pense que c'est compliqué d'avoir la différence au travers d'un questionnaire qui établit Après, tes témoignages, parce que bien sûr, mais bon. Voilà, ce que tu établis comme étant de ton propre libre arbitre, de ta propre pression que tu te mets toi-même, je suis pas certain que tu sois en mesure de mesurer à quel point la pression sociale ou la pression du management est suggérée et à quel point tu peux te l'appliquer simplement parce que tu vois que c'est nécessaire, quoi. Puis après, oui, tu te dis c'est toi qui te l'as mis tout seul, mais bon, il y a plein de sous-entendus parfois, notamment, j'imagine, dans ces boîtes dans lesquelles la culture est peut-être un peu particulière. Allez, un dernier mot pour Xbox Développeur Direct, Guillaume. Oui, alors il y a pas mal de jeux qui ont été présentés. Donc il y a Minecraft Legends qui a été présenté, il y a le nouveau Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, donc qui est une grosse surprise. Hi-Fi Rush, c'est vraiment le truc, l'ovni.
parce que je pense que c'est vraiment extrêmement rare de voir un jeu que personne n'attendait parce qu'il n'y a eu aucune communication. C'est un truc qui était totalement secret, personne ne savait qu'il était en développement. Il est apparu de nulle part. Ah bah en fait stylistiquement c'est un cel shading et c'est un jeu de baston, enfin c'est un jeu de beat'em up, mais comme Devil May Cry, mais avec du rythme. Donc c'est à la fois un jeu musical et un jeu de beat'em up qui a l'air assez rigolo. Et bon, il a l'air très bien noté d'ailleurs, vraiment sympa. Et ce qui est assez incroyable, c'est que je te dis, mais vraiment, c'est très très rare qu'il y ait un jeu qui sorte vraiment strictement de nulle part de cette ampleur, quoi. Ça a été développé par les créateurs de The Evil Within, qui est pas non plus, tu vois, un petit studio. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment étonnant. Bon, il y a eu des trucs sur Redfall et tout. Et bon, si on peut finir sur, comment dire, sur un truc un peu débile et rigolo, savais-tu que la Xbox était woke? Mais alors bon, je vais faire celui qui sait pas. Non, mais enfin, comment une console peut-elle être woke, Guillaume? Écoute, d'après Ted Cruz et tous ses potes conservateurs, apparemment, la Xbox non seulement est woke, mais en fait c'est un outil pour convertir au wokisme tous les pauvres enfants américains. Et oui, parce que la Xbox, tu sais que dernièrement, ils ont poussé une update pour économiser l'énergie. Tu te rends compte? Économiser l'énergie. Tout ça pour dire que oui, il faut économiser l'énergie parce que tu comprends, il faut minimiser les émissions de gaz à effet de serre parce que tu comprends, réchauffement climatique et tout. Mais ça, c'est woke en fait. Et donc, il cible les enfants. Non mais c'est magnifique. Et tu sais qu'il y a vraiment une controverse sur le fait que que l'économie d'énergie, t'en arrives à être dans un monde où une mise à jour qui fait des économies d'énergie, qui donc te fait des économies de pognon aussi, quelque part, donc qui est positive aussi pour toi, est prise comme une action propagandiste par une partie de la population, comme je suis, mais écoute, les bras m'en tombent, enfin, ils me sont déjà tombés plusieurs fois avec eux, mais disons, voilà, c'est extraordinaire. Ouais, d'autant que c'est des propos qui sont vraiment pas de la rigolade, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment convaincus de ce qu'ils avancent. C'est ça qui est d'autant plus effrayant, c'est qu'est-ce qui peut t'amener à être dans une situation de telle conviction vis-à-vis de ce genre de certitude, de dire que Microsoft complote. C'est Ted Cruz, c'est les mecs sur Fox News, c'est toute cette mouvance qui sont, à mon avis, mais tellement loin, je sais plus quoi dire là. Si c'était le Gorafi, ce serait drôle, mais comme c'est réel, c'est pas forcément hyper marrant. Bon, ça nous permet en tout cas de conclure, Guillaume, ce très bel épisode 307 de Tech Café. On espère bien évidemment que vous avez pris plaisir, que vous avez passé un bon moment, que ça n'a pas été une plaie de suivre toute l'actu tech en notre compagnie et qu'en plus vous avez le sentiment, parce que c'est vraiment notre conviction, d'avoir fait un tour complet sur ce qui se passe, d'être en mesure de restituer des éléments à la machine à café, au repas dominical en famille ou avec vos amis. J'espère que vous aurez quelques éléments qui vous permettront de suivre ces conversations. J'aime bien cette analogie parfois, Guillaume, tu sais, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, hein. Quand j'étais petit, je me livre un peu sur mon enfance. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup souffert, je n'avais pas Canal+. Mais genre, on n'avait pas Canal+, même pas en clair. À l'époque, même je me rappelle, pour avoir la 5, il fallait brancher une espèce de grand fil de fer qu'on mettait à l'arrière de la télé, il fallait bidouiller un peu. Bon bref, à l'endroit où j'étais, on n'avait pas Canal. Toute cette fragilité, Exactement, t'as tout compris. Petit à petit, je me dévoile. Mais en tout cas, on n'avait pas Canal+. Et quand t'as pas Canal+ dans la cour d'école quand j'étais petit, tu passais un peu à côté de ce qui se passe dans les tendances, de ce qui se passait dans les trends, quoi, les modes de l'époque, les trending topics d'avant Internet. Et j'ai la naïveté de penser que Tech Café vous aide justement aussi à pas être à côté de la plaque ou à prendre avec plus de recul et plus de connaissances ce qui circule dans l'actu et ce que vous êtes amené à aborder au quotidien, que ce soit à votre boulot ou avec vos amis. Si c'est le cas, rendez-vous sur patreon.com/techcafé parce que bien évidemment on sera ravis de voir votre participation financière récompenser le travail de Guillaume Poggiaspala de préparation des émissions et de toute la mise à disposition qu'on fait de Tech Café pour vous. Et puis on attend évidemment vos avis sur Apple Podcast et Podcast Addict ainsi que vos commentaires sur techcafé.fr. Mais en attendant, vous pouvez évidemment nous rejoindre. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Ah ben moi, on va me retrouver sur un truc woke, là, je pense. Hein. Je vais essayer le Hi-Fi Rush. Ça a l'air très très woke. Salaud de gauche. Ça a l'air rock and roll même. Vous me retrouverez derrière ma télé en train de brancher un fil de fer pour essayer de capter l'A5 ou sur guillaumevendée.fr, sur Mastodon, sur Twitter, sur Instagram. Évidemment, si jamais vous n'êtes pas en allergie complète de ma voix, rendez-vous sur contrôleparentalpodcast.fr. Vous aurez tous les liens pour vous abonner au podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un épisode supplément ou la semaine prochaine pour l'épisode hebdomadaire de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.